Et donc, je vous propose de commencer. Ça laissera les derniers participants nous rejoindre. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis Chantal Passa de l'agence ADOC. Soyez les bienvenus dans ce nouveau webinaire. Les recommandations habituelles, mais vous les connaissez par cœur, couper sa caméra et son micro. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat Teams. Julie récupérera vos questions et les posera aux différents intervenants au moment de la fin d'une thématique. Il y a encore des gens qui rentrent. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et que donc le replay sera à disposition. La SADOC vous transmettra l'ensemble des informations pour y accéder. Alors, vous dire qui est mobilisé autour de ce webinaire, eh bien, donc moi, Chantal Passa, la responsable du département des marchés agricoles et agroalimentaires, et puis Julie Boudon, donc vous connaissez, je pense, à peu près tous, et qui travaille sur le Royaume-Uni. Nous avons à nos côtés l'équipe du bureau de Londres, donc Isabelle Canan et Sébastien Duboulet, qui vont faire une partie de l'intervention. Et ensuite Pauline Gauthier, donc de Business France. Merci à Pauline d'être là avec nous pour vous faire un éclairage sur ce marché Royaume-Uni et son e-commerce. Donc voilà pour l'équipe. Moi, alors je vais vous donner quelques éléments d'information sur ADOC, rappel pour les entreprises qui se connecteraient pour la première fois. Et ensuite, donc, on va vous dérouler bien évidemment quelques rappels macroéconomiques sur le Royaume-Uni et sur le Brexit, sur le marché alimentaire britannique. Et on rentrera dans le détail du e-commerce avec l'évolution du marché et le profil du consommateur britannique. On passera évidemment ensuite à la distribution du e-commerce, les tendances. Tout ça sera présenté par Isabelle et Sébastien. En ce qui concerne les prérequis, donc c'est Pauline qui interviendra et nous avons la chance ensuite d'avoir le témoignage d'un distributeur, Alexandre Val, de Fresh Market. Voilà. Et c'est Julie qui bouclera ce webinaire par une présentation de ce qu'on va vous proposer de faire pour approcher ce marché du Royaume-Uni en 2022. Voilà. Alors, quelques rappels sur ADOC. L'agence ADOC, l'agence de développement économique de la région, est là pour vous accompagner à chaque étape de la vie de l'entreprise. C'est, vous le savez, une équipe basée soit à Toulouse, soit à Montpellier, une équipe de plus de 180 personnes et qui donc agit sur l'ensemble de la vie de l'entreprise, que ce soit une question d'implantation d'entreprise, de création, d'innovation, d'engineering financier, de besoin de financement, de marché, et ça c'est notre sujet aujourd'hui, et puis ensuite donc de transmission reprise. Donc voilà, un suivi complet pour l'entreprise pour vous accompagner dans votre développement économique. Et donc en ce qui concerne l'IMAE, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle maintenant, c'est-à-dire internationalisation marché attractivité Europe. Il y a au sein de cette direction opérationnelle des filières agroalimentaires, filières viticoles multisectorielles. Pour ce qui est de la filière agroalimentaire donc, que je dirige, vous savez que nous avons 3 leviers à votre disposition. Un levier structuration, et le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans ce levier qu'on appelle structuration parce que ce sont des outils qui permettent de vous aider à mener des réflexions qui vous informent, qui vous sensibilisent sur des opportunités de marché, sur des circuits, etc. C'est donc ce qu'on fait aujourd'hui. Notre cœur de métier, c'est le volet 2, qui est la prospection des marchés
Notre métier, c'est de vous mettre en relation avec des acheteurs, donc c'est le B2B, à travers des salons, des showrooms, des missions de prospection. Là aussi, il y a toute une panoplie d'outils pour vous accompagner. Et puis évidemment, on va jusqu'à la promotion, le rayonnement de la région à travers sa filière agroalimentaire, dans tous les circuits de distribution, et en particulier avec la marque Sud de France, qui, on faisait le point ce matin, a dépassé les 13 000 produits. Voilà, donc une marque qui monte en puissance et qui donc permet aux entreprises de bénéficier de dynamique jusqu'au consommateur, et c'est ça qui est important. Voilà. Donc les 3 leviers pour le département des marchés agricoles et agroalimentaires. J'attends la suite, Sébastien, si ça marche. Voilà. Donc, dans le cadre de cette aide à la réflexion, sensibilisation, information, nous ouvrons aujourd'hui la semaine du e-commerce alimentaire 2022. C'est l'acte 2 parce que, pour ceux qui avaient suivi, nous avons organisé une première semaine du e-commerce en 2021 sur le marché français, chinois et japonais de mémoire. Et donc, cette année, évidemment, on va revenir sur le marché français en faisant un focus bio et circuit court mercredi, demain. Jeudi, ça sera l'Amérique du Nord, donc avec le témoignage d'un acheteur également, le panier français. C'est une marketplace américaine, vous verrez ça pour ceux qui sont intéressés par le marché américain. Et donc aujourd'hui, on ouvre cette série de webinaires sur le e-commerce alimentaire au Royaume-Uni, avec donc l'intervention et de Business France et de l'importateur anglais Authentique Épicerie. Voilà, donc moi je vous ai fait ma petite introduction et maintenant je laisse les spécialistes nous présenter toutes ces opportunités de marché. Merci à Isabelle et Sébastien, c'est à vous. Je remets mon micro. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup, Chantal. Je tiens à rappeler à tout le monde de bien couper leur micro. J'ai cru entendre certains bruits juste avant. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. D'abord, on va vous parler très rapidement des grands chiffres macroéconomiques du Royaume-Uni et un petit peu du Brexit. Next slide, Sébastien. Donc, le marché britannique, c'est la 5e puissance économique mondiale, devant la France, qui est en 6e position en termes de population. C'est une population qui est grosso modo équivalente à la France. Donc, ce sont vraiment des économies qui sont extrêmement semblables. Donc, on peut vraiment comparer la France et la Grande-Bretagne. Si on regarde les chiffres de croissance par rapport au PIB, l'année 2020 a été extrêmement compliquée au Royaume-Uni avec la pandémie qui était très virulente ici. Au Royaume-Uni, on a eu une perte, en fait, on a eu une baisse du PIB de pratiquement moins 10% en 2020. Heureusement, 2021 a été nettement meilleur. Le PIB a rebondi. On a eu la plus forte croissance parmi les pays du G7. D'ailleurs, heureusement, puisque les moins 9,4%, c'était la plus grosse décroissance parmi les pays du G7. Mais il a fallu attendre le novembre 2021 pour arriver à un niveau pré-pandémique en termes économiques. La bonne nouvelle, c'est que 2022 va être une année qui va continuer d'être positive. À la base, on pensait que le PIB allait augmenter d'environ 5 à 6%. Malheureusement, avec une inflation qui est galopante, on reviendra dessus dans une seconde, et puis maintenant avec la guerre avec l'Ukraine, cette croissance du PIB a été revue à la baisse et celle-ci est à l'heure actuelle estimée pour 2022 à environ 3,6%. Si on regarde la dette publique, donc la dette publique correspond à 103,3% du PIB. Elle a fortement augmenté par rapport à 2020 puisque celle-ci n'était que 83% donc en 2020, avant la pandémie. Évidemment, cette forte augmentation, c'est dû à la pandémie. Le gouvernement a fortement aidé les ménages et les entreprises à survivre, hein, littéralement, avec entre autres une mesure exceptionnelle d'allocation de chômage technique. Le chômage et l'allocation de chômage en tant que tel n'existent pas en Angleterre, donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel qui a coûté beaucoup d'argent aux contribuables. Le gouvernement aussi a aidé les entreprises, a aidé par exemple l'étalement du paiement de leurs impôts ou à leur donner des emprunts à taux zéro ou même certaines subventions. Donc, on a une dette publique qui est importante.
Au niveau du chômage, les chiffres du chômage sont toujours bons en Angleterre, puisque, comme je vous disais, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'allocation chômage, donc les gens sont obligés de travailler pour pouvoir vivre, autrement ils ne peuvent pas vivre. Donc on a un taux d'emploi de 75% et un taux de chômage de 4,1%. 4,1%. Après la fin des allocations chômage du gouvernement, qui s'appelait le Furlough Plan, tout le monde pensait que le chômage allait augmenter fortement, allait passer autour de la barre des 7,5%, 8%. Ça n'a pas eu lieu, puisque en fait, en Angleterre, on a un problème de pénurie de l'emploi. Je suis sûre que vous avez entendu parler dans les journaux, avec entre autres tout ce qui était transporteur pour les poids lourds. On n'arrivait pas à en trouver en Angleterre, mais ce n'est pas la seule raison. On a aussi la raison du Brexit. Beaucoup de personnes européennes sont retournées dans leur pays et donc certains secteurs d'activité, comme par exemple, je pense à la restauration, je pense aussi à tout ce qui est commerce, ont beaucoup de difficultés à employer. Donc, le chômage est très faible, il est à 4,1%, et il devrait continuer de diminuer sur les prochains mois. L'inflation, c'est l'autre gros problème britannique. L'inflation en 2020 était de 0,8%, donc en dessous de ce qu'on appelle une inflation naturelle de 2%, mais maintenant elle est à 5,5%, alors nettement au-dessus, c'est un taux de progression qui est énorme, et on n'a jamais vu ça depuis les années 90, et c'est un chiffre qui date de fin janvier 2022, et a priori, le taux d'inflation aujourd'hui serait de 6,5%. Ça concerne toutes les catégories de produits, pas seulement une inflation qui est due à la hausse des coûts d'énergie, mais aussi une inflation très forte sur les produits agroalimentaires. Je disais juste avant cette réunion, avant ce webinaire, en fait, que les produits alimentaires avaient augmenté de 8% en un an. Donc, et ça, c'est une raison encore principalement qui vient du Brexit. On reviendra dessus dans une seconde. En termes de commerce et d'échanges commerciaux, le Royaume-Uni et la France ont des échanges commerciaux très importants. Comme vous pouvez le voir, le Royaume-Uni, c'est le 3e client de la France et c'est son quatrième fournisseur. Et au niveau des devises, le pound était relativement stable en fait depuis 2014, 2015, même plutôt 2016. Il était environ à 1,10 face à l'euro, mais avec la crise, avec la guerre en Ukraine, le pound, en fait, s'est raffermi face à l'euro, puisqu'il a 1,2, ce qui est une bonne nouvelle pour les exportateurs, pour les entreprises régionales qui veulent vendre en Angleterre, puisque votre produit sera plus concurrentiel sur le marché britannique. Par contre, le pound est en recul et l'euro aussi est en recul face au dollar. Next slide. Donc, le Brexit, le fameux B-word, que j'aime pas du tout, hein, c'est pas une chose que nous apprécions beaucoup ici en Angleterre, mais bon, il faut admettre les choses. Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un pays tiers et il ne fait plus partie de l'espace économique européen, il ne fait plus partie de l'Union européenne. Heureusement, à la dernière seconde, nous avons eu un accord commercial de coopération qui a été signé, et ce qui signifie pour vous, entreprises agroalimentaires, qu'il n'y a pas de quota et il n'y a pas de droit de douane pour tous les produits qui sont issus à 100% de l'Union européenne. Par contre, il y a des procédures administratives qui sont à prendre en compte. Tout d'abord, on a la règle d'origine avec le système de l'exportateur enregistré qui s'appelle le système REX, qui est maintenant requis pour tous les envois d'un montant supérieur à 6 000 €. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que les exportateurs qui n'ont pas encore ce statut devront faire la demande via un système de téléprocédure qui s'appelle Soprano. Ceux qui sont déjà enregistrés, il faut remettre à jour votre statut sur cette plateforme. Au niveau des incoterms, les incoterms de ex-work ne sont plus applicables, donc il faut avoir recours à de nouveaux systèmes alternatifs comme le système EMCS ou le système FCA. Depuis le 1er janvier, vous devez aussi déposer une déclaration en douane à chacune de vos opérations avec le Royaume-Uni, ce qui signifie que vous avez besoin d'un numéro IORI. Donc à ce niveau-là, je vous conseille réellement de vous faire appuyer par des spécialistes de l'export, hein, et d'aller visiter aussi, d'aller voir régulièrement le site internet du gouvernement français et britannique. À noter aussi que depuis le 1er janvier 2021, les autorités phytosanitaires britanniques ont mis en place un ensemble d'exigences sanitaires et phytosanitaires à l'importation pour les animaux vivants, pour les végétaux et les produits qui en sont issus. Finalement, au niveau de l'étiquetage, le nom de votre importateur doit figurer sur l'étiquette ou la contre-étiquette de votre produit, et ce, à partir du 1er octobre. Ça s'appelle le UK Business Operator. Next slide. Un point de vigilance que je tiens à signaler, ce sont les produits bio. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les deux parties, l'Union européenne et le Royaume-Uni, ils se sont mis d'accord, ils reconnaissent mutuellement les produits bio
entre les deux blocs, mais ce jusqu'au 31 décembre 2023. Après le 31 décembre 2023, on ne sait pas ce qui va se passer, donc des négociations vont sans doute arriver très rapidement. Je tiens à préciser aussi que depuis le 1er janvier 2021, les importateurs doivent se procurer une licence auprès d'un organisme certificateur britannique, et cette licence, elle a un coût qui est d'environ 700 pounds par an. Et à partir du 1er juillet 2022, il y a une nouvelle procédure administrative qui est mise en place avec un certificat d'inspection qui s'appelle le CIO. C'est une procédure administrative qui est assez lourde. Donc là encore, je vous conseille d'aller visiter le site internet des douanes françaises. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir du Brexit? Tout d'abord, la première chose qu'il faut retenir, c'est que l'importateur a un rôle qui est renforcé au niveau, entre autres, par rapport à l'Operating System Model, par rapport au fait qu'il faut mettre votre nom, le nom de votre importateur sur votre étiquette, et puis aussi par rapport aux procédures sanitaires et phytosanitaires. Et puis, comme je vous l'expliquais avant, toutes ces procédures administratives complémentaires signifient que ça entraîne un coût supplémentaire, et ce coût, c'est répertorié sur le prix des produits agroalimentaires déjà, et peut-être potentiellement un peu plus sur le futur. Sébastien, next slide. Donc maintenant, nous allons nous arrêter très rapidement sur le marché agroalimentaire au Royaume-Uni pour vous donner une évolution en fait de qu'est-ce qui se passe en fait à l'heure actuelle. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est les importations. Ce sont des chiffres qui sont des chiffres du gouvernement britannique. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que la France, c'est le second fournisseur de produits alimentaires du Royaume-Uni. Le total des produits français qui sont importés au Royaume-Uni représentait en 2020 environ 3,5 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, la France est le second fournisseur derrière les Pays-Bas, suivi de l'Irlande, de l'Espagne, de l'Allemagne. Le Brexit et le Covid ont eu un impact extrêmement fort en fait, sur les échanges commerciaux de produits alimentaires entre 2020 et 2021, puisqu'on a eu une baisse globale des importations de 5,9%. Et cette baisse, elle est essentiellement due à une baisse des importations en provenance de l'Union européenne. Cette baisse était de moins 8,4% en 2021, soit une perte d'environ 2,5 milliards de pounds. Donc, ce n'est pas négligeable. Les pays qui ont été les plus touchés par cette perte, ce sont les Pays-Bas, l'Irlande et l'Allemagne. La France a particulièrement souffert en 2020, mais en 2021, ça s'est redressé, puisqu'en fait, les importations en provenance de la France ont augmenté de 1,7%. Ce qui est intéressant, c'est qu'au contraire des pays européens, les pays hors de l'Europe, en fait, hors de l'Union européenne, leurs importations ont augmenté de 5% sur cette même période. Si on regarde le top 10 des importations par catégorie de produits, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, les fruits et légumes sont les produits les plus importés au Royaume-Uni, avec le vin, et aussi tous les produits qui sont la viande et les volailles. L'évolution sur ces dernières années n'ont pas été bonnes, hein, vous pouvez vous en douter vu les chiffres que je viens de vous annoncer avant. Les produits qui ont été qui ont le plus de difficultés, en fait, c'est les produits qui étaient la volaille avec une baisse de moins 22,7% et la viande avec une baisse de moins 19,9%. Donc, un panorama pas très positif. Mais on va voir maintenant les ventes. Donc, Sébastien, next slide. Donc, au niveau des ventes, la bonne nouvelle, c'est que les produits agroalimentaires, au niveau des ventes, continuent d'augmenter. Ils ont augmenté relativement fortement depuis 2005. On a eu une légère baisse pour tout ce qui était la vente à emporter pour les produits hors boisson autour de 2015, mais c'est un marché qui est quand même globalement important, qui représente 280 milliards d'euros donc en 2019. Je tiens à vous préciser que cette charte, c'est une charte qui vient en fait là encore du gouvernement britannique et qui date de 2022, mais le gouvernement britannique n'a pas voulu annoncer les chiffres pour 2020 et 2021 puisqu'il y a un très fort impact de la Covid et il considère que ce n'est pas représentatif du marché agroalimentaire au Royaume-Uni. Donc, les produits agroalimentaires et boissons représentent à l'heure actuelle 127 milliards hors boissons alcooliques, hein, excusez-moi, 127 milliards d'euros. C'est une croissance continue, comme je vous le disais, qui est forte, même entre 2018 et 2017, puisqu'elle était de 2,7% et qu'à cette époque, l'inflation était de moins de 1%. Donc, il y avait eu vraiment une véritable croissance des ventes agroalimentaires. Next slide. Donc maintenant, j'ai passé la main à Sébastien qui va vous parler de l'e-commerce britannique et va vous dresser un portrait général de ce qui se passe au Royaume-Uni. Merci Isabelle, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend. Ah, voilà. Donc merci Isabelle. Je vais rentrer donc dans le vif
Et vous parlez des chiffres de l'e-commerce et de l'évolution des ventes. Donc déjà, la première chose qu'on peut noter, c'est que le Royaume-Uni a un très fort taux de pénétration, c'est-à-dire que la part consacrée, la part des ventes réalisées par l'e-commerce est très forte au Royaume-Uni, hein, de 11,4% des ventes sont faites sur le web. C'est le premier pays en Europe, devant la France ou la Suède, et le troisième pays au monde, derrière la Chine ou la Corée du Sud. Mais si on ramène ça par habitant, en fait, les ventes, les ventes par habitant, c'est le premier pays au niveau mondial. Ça représente 22 milliards de livres et on estime que c'est 87% des consommateurs de la population achètent à un moment donné sur Internet. Alors pourquoi un si fort taux de pénétration? La première chose qu'on peut dire, c'est que Internet s'était inventé au Royaume-Uni. Donc c'est une technologie qui est bien ancrée chez les Britanniques, une technologie dont ils sont à l'aise avec et qu'ils utilisent régulièrement. Aussi, les Britanniques, c'est des gros consommateurs, hein, c'est leur sport favori. Et Internet, ça permet de faciliter cette activité de shopping parce que c'est pratique. Ils peuvent acheter 24 heures sur 24, ils peuvent se livrer chez eux. Ils peuvent aussi évidemment comparer les prix. Pour eux, le côté pratique l'emporte sur le côté humain ou l'expérience en magasin. Qu'il faut aussi noter, c'est que donc on a 11,4% de taux de pénétration, mais si on regarde toutes les industries confondues, donc les achats sur Internet, des vêtements ou des nouvelles technologies ou des bijoux par exemple, le taux de pénétration est beaucoup plus fort, hein, de 26%. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une possibilité de croissance pour les achats d'agroalimentaire. Justement, cette croissance, on va la voir dans la prochaine slide. On s'aperçoit que depuis 2015, donc, les ventes agroalimentaires sont en augmentation. Et surtout, ça a eu un bond fort en 2020 de 75%. Donc évidemment grâce à la Covid, et les consommateurs ont préféré acheter sur Internet pour éviter d'avoir le virus. Donc c'est des chiffres qui viennent de Mintel, qui est une étude qui est parue en 2021. Et donc les chiffres sont jusqu'en 2020. Et tout ce qui est à partir de 2021, ce sont des prévisions. Donc Mintel prévoit une consolidation à partir de 2021 jusqu'en 2022. C'est-à-dire que après la fin de la pandémie, les consommateurs vont plutôt revenir en magasin pour ensuite une réaugmentation des ventes sur Internet à partir de 2023. Et on obtient à peu près le même niveau que 2020 en 2025. Donc à peu près 22 milliards de chiffre d'affaires de livres. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que la pandémie en fait a eu un effet positif de long terme. Avec la slide, avec le graphique à droite, on peut comparer en fait le taux de pénétration qui aurait eu lieu sans la pandémie, donc en bleu, et avec la pandémie en vert. C'est-à-dire que avant la pandémie, en 2025, on aurait eu les ventes sur Internet d'agroalimentaire n'auraient été que de 8%. Mais après la pandémie, on prévoit donc un taux de pénétration de 11%. Donc même s'il y a une consolidation des années à venir, la pandémie a un effet de long terme sur les habitudes de consommation. Et justement, Isabelle va nous parler un peu plus des habitudes de consommation et quel est le profil du consommateur. Merci Sébastien. Next slide. Donc, comme vous l'a expliqué Sébastien, les Britanniques achètent de plus en plus en ligne. Si vous regardez le graphique qui se trouve à gauche, vous pouvez voir la partie qui était mise en verte. Donc, en fait, les 3 premières catégories, ce sont les personnes qui achètent en ligne. Et en fait, 58% des Britanniques utilisent à l'heure actuelle l'e-commerce pour leurs achats alimentaires. Pour toute cette présentation, je ne vais pas le dire tout le temps, mais c'est toujours pour les achats alimentaires, ce n'est pas en ligne en général. Donc, 58% des Britanniques utilisent l'e-commerce pour leurs achats alimentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que 33% des Britanniques utilisent l'e-commerce pour la majorité
ou l'intégralité de leurs achats alimentaires, ce qui n'est pas négligeable, un tiers de la population. On a une très forte croissance avec la Covid, évidemment, une croissance de 13 points. Autre chose qui est intéressante, si vous regardez la dernière ligne qui dit « je n'ai jamais acheté de produits alimentaires en ligne et ne compte pas le faire », donc on parle aux gens qui sont réellement hermétiques à l'Internet, qui ne veulent pas faire ce genre d'achat. C'était en 2018, ce chiffre était de 30%, il est tombé à seulement 21% en 2020. Donc, les Britanniques sont de plus en plus ouverts à l'Internet au niveau de l'achat des produits alimentaires. Sébastien, next slide. Donc, qui achète plus en ligne? Puisqu'on a vu, ils achètent de plus en plus en ligne, mais qui achète le plus en ligne? Et bien, en fait, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que les e-acheteurs existants sont de plus en plus actifs. Et c'était déjà le cas avant la pandémie. On peut voir dès 2018, il y avait une croissance sur 2019 qui s'est encore renforcée avec la pandémie. Et aujourd'hui, en 2020, donc c'est les statistiques que nous avons, 55% des acheteurs en ligne font toutes leurs courses, sur quasiment toutes leurs courses d'achat alimentaire par ce biais, contre seulement 42% en 2018. Évidemment, ça, c'est au détriment des achats qui sont faits en magasin. Sébastien, next slide. Donc, en plus de ces acheteurs qui achètent plus, on a aussi des nouveaux acheteurs. Si vous regardez le graphique à gauche, on s'attarde sur l'âge. Et ce qu'on peut noter, c'est que les principaux acheteurs d'e-commerce pour l'agroalimentaire, ce sont les personnes qui sont relativement jeunes, qui ont entre 25 et 44 ans et qui ont généralement des familles. Par contre, on a eu des nouveaux clients qui sont nés littéralement avec la pandémie. Ce sont les personnes âgées. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus qui sont ces nouveaux clients. Si vous regardez bien la partie qui dit 65 ans et plus, vous pouvez voir que 13% n'avaient jamais acheté en ligne avant la Covid. Et ils ont acheté en ligne pendant la Covid. Et à l'heure actuelle, 45% d'entre eux achètent en ligne, sont contre seulement 25% en 2019. Évidemment, la raison principale de ce fait, c'est que les personnes âgées sont beaucoup plus sensibles au virus. C'était donc pour eux un problème littéralement de santé. Donc, ils sont restés chez eux et ils ont été sur Internet. Donc, finalement, les personnes âgées au Royaume-Uni sont pas du tout hermétiques aux nouvelles technologies. Ils sont prêts à les accepter si c'est bon pour eux. Sébastien, next slide. Donc, on connaît maintenant l'âge du consommateur. On sait que c'est principalement le principal e-acheteur, c'est quelqu'un qui est relativement jeune. Mais ce qu'on peut aussi définir, c'est qu'en termes de revenus, ce sont principalement des gens qui ont des revenus plus importants. 61%, si vous regardez le graphique de gauche, 61% des utilisateurs de l'e-commerce sont des foyers qui ont des revenus supérieurs à environ 30 000 € par an. Et la raison pour ceci, c'est que l'e-commerce pour l'achat alimentaire est considéré comme étant plus onéreux, tout ça à cause des frais de livraison. Ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est que les foyers qui avaient des revenus, qui ont des revenus beaucoup moins élevés, ont aussi beaucoup plus consommé en ligne. Évidemment, c'est quelque chose qui va être de manière qui va pas rester très longtemps, puisque j'imagine que les gens qui ont des revenus de moins de 10 000 €, pas 10 000, mais 11 500 € par an, excusez-moi, vont retourner dans les discounters, dans les magasins les moins chers. Mais ça ouvre aussi des portes à certains magasins qui n'avaient pas de système d'e-commerce avant la pandémie, qui maintenant souhaitent s'adresser justement à cette clientèle qui avait moins de moyens. Sébastien, next slide. Donc là, si on regarde la répartition en termes de localisation géographique, ce qu'on peut dire, c'est que l'e-acheteur britannique est un rat des villes. 67% des citadins utilisent l'e-commerce pour leurs achats alimentaires. Déjà, pourquoi ce sont des citadins? C'est que généralement, les citadins sont des gens qui sont un peu plus jeunes, puisqu'il y a plus de travail dans les villes que dans les campagnes. Et aussi, les produits sont beaucoup plus facilement disponibles dans les villes. On peut aller faire ce qu'on appelle du click and collect, c'est-à-dire qu'on commande en ligne et on va dans le magasin chercher l'article directement. Dans les campagnes, c'est plus difficile de le faire. Et aussi, on a des services de livraison extrêmement rapides avec des livraisons, par exemple, avec Deliveroo ou Uber, qui peuvent être faits beaucoup plus facilement dans les villes que dans les campagnes. Avec la pandémie, cette tendance a aussi évolué, puisque maintenant, dans les campagnes, 50% des personnes qui vivent dans les milieux plus ruraux ont aussi utilisé l'e-commerce. Donc, ce n'est pas que la ville, mais c'est principalement les personnes qui sont urbaines qui sont les e-acheteurs. Next slide. Si on regarde les modes de retrait, c'est une grosse différence avec la France.
Quand on a posé la question en fait aux Britanniques, comment vous faites-vous livrer vos achats alimentaires, 84% en fait des personnes utilisent la livraison à domicile. 75% de cette livraison à domicile, elle est faite en fait directement par les magasins. Donc imaginez vous achetez dans un supermarché, c'est le supermarché qui vous livre, mais aussi 20% de ces livraisons sont faites par le biais d'une tierce personne, donc un coursier. Généralement, c'est le cas pour des livraisons qui sont beaucoup plus rapides. Et c'est aussi le cas donc, dans les centres urbains, comme on vient juste de le voir avant. Lors de la Covid, un phénomène s'est développé, c'est le drive et le click and collect, puisqu'en fait, il y avait tellement une demande importante auprès des supermarchés et auprès des magasins d'avoir cette commande d'e-commerce que finalement, les magasins ne pouvaient plus livrer, ils n'avaient pas assez de livreurs. Donc, il a fallu qu'ils trouvent des solutions alternatives. Donc, la solution alternative, c'était le click and collect et le drive. Et donc, ça s'est vraiment beaucoup développé pendant la pandémie. Next slide. Donc, la dernière question qui est importante, en fait, on a pu voir que l'e-commerce a bien fonctionné pendant la pandémie. Est-ce que ça va continuer maintenant que la pandémie se termine? Et bien, comme vous pouvez le voir sur ces deux tableaux, en fait, c'est tout à fait le cas. 59% faisaient leurs achats de produits alimentaires en ligne lors de la pandémie. Et a priori, 90% des Britanniques vont faire leurs achats sur l'e-commerce pour les produits alimentaires maintenant que la pandémie est terminée. Ça va sans doute évoluer en termes des achats. Ça va être peut-être des achats qui seront un peu moins importants ou plus importants, mais ils vont continuer d'utiliser ce moyen qui est vraiment maintenant entré dans les mœurs. Sébastien, je vais te passer maintenant le relais et tu vas nous parler de la distribution e-commerce au Royaume-Uni. Merci Isabelle. Effectivement, je vais parler des différents circuits de distribution et différents acteurs au Royaume-Uni. Alors, on peut segmenter en fait les différents acteurs selon deux catégories. Donc les acteurs d'e-commerce, hein, bien sûr. Donc les acteurs qui sont les magasins de la grande distribution, les enseignes qui ont des magasins en fait, donc qui sont des enseignes de la grande distribution, comme Tesco, Asda, Sainsbury et Morrison, qui sont les Big Four. On a aussi Waitrose et Iceland. Je reviendrai un peu plus tard pour décrire chaque enseigne et leur positionnement et leur évolution pendant la pandémie. Donc, on a donc d'un côté des enseignes avec des magasins physiques et de l'autre côté ce qu'on appelle les pure players qui sont développés sur Internet et qui n'ont pas de magasin comme Ocado et Amazon. Donc les magasins, c'est 64 les enseignes avec des magasins, c'est 3/4 des ventes. Et les enseignes, les pure players, c'est 1/4 des ventes. Mais on estime que dans 5 ans, les pure players représenteront à peu près 30% des ventes. Donc dans les pure players, on a Ocado et Amazon, mais on a aussi d'autres pure players qui sont spécialisés, soit par type de produit ou par occasion, comme des plats à cuisiner. À côté, on a des pure players, on a aussi les marketplaces. Donc toujours avec donc les marketplaces, ce sont des endroits en ligne qui font le lien entre des acheteurs et des vendeurs. Donc on a les marketplaces qui sont généralistes. Évidemment, la plus connue, c'est toujours Amazon Fresh, qui vend pas seulement des produits Amazon, mais qui aussi offre la possibilité à des détaillants de vendre leurs produits. Et aussi qui ont des partenariats, elle a aussi des partenariats avec des grandes enseignes. Et puis on a d'autres marketplaces généralistes comme Uber Eats, Just Eat ou Deliveroo, qui sont plus que des services de livraison, mais qui ont développé maintenant qui sont aussi des moyens de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. Et puis on a aussi toutes les marketplaces spécialisées qui sont beaucoup moins connues, qui sont vraiment sur le marché de niche, qui sont plus sur le local, qui vont mettre en relation plus des fermes, des coopératives ou des magasins locaux et surtout sur des produits d'épicerie fine. Donc on a les plus importants, c'est Food Market et Big Barn, mais encore c'est vraiment des marchés de niche. Donc, pour revenir aux grandes enseignes de e-commerce et leur part de marché et leur évolution pendant la pandémie, on a d'abord donc Tesco qui est la principale enseigne avec 30% de part de marché. Donc, c'est une enseigne qui a des magasins partout en Angleterre, 30% de part de marché sur Internet, mais les magasins ne font que 25%. Donc, c'est vraiment, elle surperforme sur Internet.
C'est l'enseigne qui est considérée comme le positionnement, c'est good value, bon rapport à qualité-prix, une enseigne qui est considérée comme fiable et on a confiance, les consommateurs ont confiance dans ce qu'elle propose. On voit qu'elle a performé un peu moins bien que les autres, mais en fait, elle est partie de beaucoup plus haut, parce qu'elle a évidemment une grosse part de marché. Donc 77%, c'est quand même énorme. 77% d'évolution, c'est quand même énorme. Ça représente environ 1,5 million de commandes supplémentaires par semaine. Ensuite, on a Sainsbury, qui a 17%. Pareil, elle surperforme parce que les magasins ont une part de marché d'environ 12%. Son positionnement est plutôt un peu plus haut de gamme, mais c'est pas aussi haut de gamme que d'autres enseignes. Elle a plus positionné sur le côté éthique avec des produits fair trade, donc commerce équitable. Elle essaye d'avoir des packaging avec moins de plastique. Et surtout pendant la pandémie, elle a voulu aider les personnes les plus vulnérables, les plus isolées. Donc, elle a essayé de les mettre en priorité pour les livraisons. Et donc, grâce à ça, elle a une bonne image. Et c'est pour ça que la progression entre 2019 et 2020 est plus forte que ses concurrents, de 110%. Ensuite, on a Asda, qui est vraiment une enseigne entrée de gamme, plutôt implantée à la base dans le Nord. C'est vraiment donc entrée de gamme, 12%. Elle ne surperforme pas sa part de marché avec ses magasins physiques et la même de 12% aussi. Ensuite, on a Ocado, donc un pure player, donc 10% de part de marché, hein, quatrième, alors que si on enlève les pure players, le quatrième, ce serait Morrison. Donc 10%, c'est Ocado à 40% de part de marché des pure players, donc c'est vraiment le leader des pure players. Il a été fondé dans les années 2000, donc ça fait une vingtaine d'années. Il est plutôt positionné haut de gamme, avec des prix environ 15 à 20% supérieurs à ses concurrents. Avec beaucoup plus de références hein, que Tesco, par exemple. Hein. Ils ont 50 000 références, alors que Tesco n'a que 25 000 références en ligne. Mais Ocado, on peut le voir hein, sur le graphique de droite, la progression entre 2019 et 2020 a été beaucoup moins forte, parce que comme ils n'avaient pas de magasin pendant la pandémie, ils ont eu beaucoup plus de mal à s'adapter et à pouvoir livrer leurs clients. Donc, ils ont en fait souffert de cette pandémie. Même si leurs ventes ont progressé, ils ont quand même perdu des parts de marché et ils ont perdu des clients. C'est-à-dire qu'ils étaient à quasiment 800 000 clients et ils sont à la fin de l'année 2020-2021, ils étaient à un peu moins de 700 000 clients. Et aussi, évidemment, comme ils n'avaient pas de magasin et comme donc les consommateurs ne pouvaient pas faire du click and collect, on a vu. Et comme Isabelle vous l'a expliqué, le click and collect s'est beaucoup développé pendant la pandémie. Ensuite, on a Waitrose aussi, qui est une enseigne haut de gamme, plutôt dans le sud de l'Angleterre, qui a 5% de part de marché, qui en fait, avant, jusqu'en 2020, avant la pandémie, était en partenariat avec Ocado, justement, et a fini son partenariat. Donc c'est pour ça qu'en fait, la progression de Waitrose est très forte, donc de 182%. Parce qu'elle a dû développer ses ventes en ligne juste pendant la pandémie. Ensuite, on a Morrison, qui est aussi une enseigne plutôt entrée de gamme, qui vient aussi du Nord, comme Asda, qui est moins bien notée par les consommateurs et qui a eu du mal au début à livrer ses clients. Mais de même, elle faisait pas beaucoup de ventes avant sur Internet et la pandémie a permis de développer ses ventes. Ensuite, Iceland, c'est une chaîne spécialisée de supermarchés dans les produits surgelés, mais qui fait un peu de sec. Et de même, ils faisaient pas beaucoup de ventes sur Internet avant et la pandémie leur a permis de progresser.
Et ensuite, on a Amazon, 4%. On verra plus tard que c'est un chiffre une part de marché qui a beaucoup progressé ces dernières années. Justement, d'évolution. Si on regarde en fait l'évolution par canaux par en fait type de retrait, on est en 2018, on est à 71% de livraison à domicile. Alors c'est la livraison à domicile faite par les supermarchés, donc avec des magasins physiques. Aujourd'hui, on est à 61%. Et en fait, ça a profité à qui? Tout ce qui est click and collect, mais aussi aux pure players comme Amazon. Seul au cadeau, on l'a vu en fait par des parts de marché. Ils étaient à 13%, quasiment 14% en 2019, mais ils sont passés à 10%. Mais comme on peut penser qu'ils vont récupérer les parts de marché dans les prochaines années. On voit donc aussi qu'il y a des nouveaux entrants, hein, comme la livraison rapide avec Uber Deliveroo, qui n'existaient pas en 2018-2019 et qui ont vu le jour. Et puis tout ce qui est box abonnement aussi qui a progressé pendant 2020. Ensuite, on a des pure players spécialisés. Donc, on vient d'en parler. On a HelloFresh et Gusto qui sont plus en fait des kits de repas à faire soi-même à la maison, qui ont beaucoup progressé pendant la pandémie. On a aussi des sites, des pure players spécialisés par type de produits comme Milk and More, qui évidemment faisait du lait mais qui s'est diversifié, ou des Abel Cole et Riverford qui sont à base des produits organiques, plutôt fruits et légumes. Ils ont tous des croissances assez fortes, hein, à 3 chiffres, d'une centaine de pourcents. Tous ces pure players s'adressent à plutôt des ménages avec des revenus assez confortables, donc en faisant autour de 50 000 pounds, et des gens un peu plus jeunes, donc aux alentours de 35-40 ans. C'est les gens qui vont vers ces genres de sites-là, ils peuvent toujours acheter chez Tesco, chez Sainsbury's ou Waitrose, mais ils veulent juste diversifier leur consommation et éventuellement se faire un peu plaisir et pour des occasions spéciales. Ensuite, on a ce qu'on appelle pure players. C'est pas des pure players au sens pur du terme, il y a des acteurs historiques qui vendent sur Internet. Ça peut être des importateurs qui ont développé des sites Internet, comme Classic Deli, mais il y a des sites 100% Internet comme Uber Merchant ou London Fine Food. Et puis on a aussi des spécialistes de la France qui vendent uniquement sur Internet, comme Fresh Flick, The Fresh Market avec Alexandre Ball qui va vous parler un peu plus tard, ou d'autres. Évidemment, c'est pas exhaustif, il y en a beaucoup d'autres, et ces sites peuvent acheter en direct et ils peuvent être intéressants pour vous à prospecter. Ensuite, on voulait juste vous parler des dernières tendances qu'on a notées dans le e-commerce et puis dans l'agroalimentaire en général. La première tendance, c'est au niveau des pratiques d'achat. C'est la livraison à domicile. Donc, comme disait Belle, on va consommer moins, mais parce qu'on va consommer plus souvent et avec des livraisons rapides, surtout dans les 30 minutes, avec les coursiers comme Uber Eats ou Deliveroo. On a aussi donc un consommateur donc moins fidèle, hein, qui va être à l'affût de la moindre promotion, qui va pouvoir comparer les prix. Consommateur, ce qu'on appelle savvy, intelligent, et qui va donc prêt à diversifier ses sources d'approvisionnement. Et puis aussi un consommateur qui veut diversifier pour se faire plaisir, comme on l'a vu précédemment, et qui va pas hésiter à voir ailleurs pour un produit en particulier.
Et puis aussi l'achat local, hein, l'achat local parce que grâce au click and collect, mais l'achat local pour supporter le commerce local, ce soit en milieu urbain ou même évidemment dans le milieu rural avec la ferme ou le magasin du coin. Ensuite, la grosse tendance au Royaume-Uni, hein, je pense aussi dans le monde, c'est la durabilité, ce qu'on appelle sustainability, c'est le bilan carbone. Le consommateur va de plus en plus privilégier des enseignes qui vont avoir une empreinte carbone faible. Donc, il va privilégier des livraisons à zéro carbone, donc livraison en vélo avec des verrous, livraison avec des véhicules électriques. Et puis le packaging est vraiment aussi important, hein, avec des acheteurs qui veulent moins de plastique, des packaging beaucoup plus écologiques qu'avant. Enfin, il y a comme nouveauté, il y a le tendance du vegan, hein, qui voit le jour. Donc, il y a des sites de e-commerce qui sont 100% vegan qui apparaissent. Le côté vegan, c'est vraiment une grosse tendance au Royaume-Uni. On estime qu'il y a 3% des consommateurs qui sont véganes, donc c'est un peu plus d'1 million de personnes. Et si on prend les végétariens, ça fait 10% de la population. Donc quasiment plus de 6 millions de personnes seraient végétariens et véganes. Autre tendance, c'est un côté où les frontières sont de plus en plus floues entre les enseignes avec des magasins et puis les pure players, avec Amazon qui ouvre des magasins physiques, surtout en centre-ville. Alors c'est aussi un moyen pour accueillir des nouveaux clients et pour les mettre dans leur système, dans leur écosystème Amazon, mais c'est des magasins où on n'a pas besoin d'avoir une carte de bleu, il suffit d'avoir un compte Amazon et il y a des caméras qui vous regardent et qui notent tout ce que vous prenez dans votre panier et qui vous renvoient une facture à la fin. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des tendances et des pratiques de e-commerce. Et maintenant, je laisse passer la main à Pauline Gauthier qui va vous parler des prérequis et comment aborder le marché. Merci beaucoup Sébastien, Isabelle, et merci beaucoup à la région Occitanie de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Donc, quels sont les prérequis pour travailler en e-commerce? On l'a vu, aujourd'hui, les plus gros volumes d'achat de e-commerce sont réalisés par l'intermédiaire des enseignes de distribution traditionnelle au Royaume-Uni. Donc, les prérequis, c'est un peu les mêmes que pour travailler avec la distribution au sens large, pas que la grande distribution. Le premier, c'est important de réaliser une étude préalable. On l'a vu, les e-commerçants ont des profils très différents les uns des autres en termes de positionnement, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Ils ont aussi, ils varient aussi beaucoup les uns des autres en termes des produits qu'ils proposent, de leur clientèle. De leur zone de chalandise. Est-ce que tous n'ont pas une portée nationale? Donc, c'est très important avant d'aborder un e-commerçant de pouvoir positionner son offre au sein de sa gamme et de pouvoir approcher un acheteur en lui présentant les bons produits au bon prix pour la bonne clientèle afin de ne pas s'éparpiller et de présenter les bons produits aux bons partenaires potentiels. Il faut être prêt à faire de la marque distributeur, surtout si on essaye de travailler avec la grande distribution. Aujourd'hui, les grandes enseignes de distribution se font une concurrence féroce sur le marché britannique et elles se différencient les unes des autres en référençant beaucoup de produits sur leur propre marque. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de la grande distribution au Royaume-Uni. Il faut être prêt à faire de la marque du distributeur. C'est important aussi de tester ces packaging et ces produits quand vous allez présenter des produits à un partenaire potentiel, un distributeur, qu'il soit e-distributeur ou distributeur au Royaume-Uni. Ça vous aidera énormément de pouvoir déjà prouver à l'acheteur que vous avez en face de vous que vos produits ont déjà un potentiel sur le marché, que vos packaging sont bien accueillis par les consommateurs britanniques. Ça donnera confiance à votre interlocuteur et ça donnera vraiment beaucoup plus de force à votre argumentaire commercial.
Il faut aussi prévoir de pouvoir soutenir ces référencements avec des budgets marketing et communication. Être référencé chez un distributeur et chez un e-commerçant, ce n'est pas tout. Une fois que les produits sont référencés, il faut pouvoir les soutenir dans la durée, les faire connaître des consommateurs et faire tourner les références de façon à pérenniser vos référencements. Et puis, on l'a vu aussi, il faut pas, il y a des acteurs, il y a des très grands acteurs, mais il y a aussi des plus petits acteurs. Tous les produits français ne sont pas destinés à être retrouvés sur des étals des rayons de grands supermarchés. Et il y a beaucoup de débouchés aussi chez des plus petits partenaires, comme notamment des petits distributeurs en ligne ou des acteurs de taille moyenne, comme par exemple Authentique Épicerie, avec lequel on échangera dans une minute. Si on passe à la slide suivante et qu'on regarde quel est l'accès au marché. Alors, le parcours un peu traditionnel et le plus facile pour les PME françaises, c'est de passer par un importateur-distributeur qui sera amené soit à distribuer les produits aux enseignes traditionnelles de la distribution et donc aussi sur leur site de e-commerce ou aux pure players. À savoir que pour travailler avec la grande distribution, et puis aussi les plus grands pure players tels qu'Ocado, il faut avoir au minimum l'IFS et souvent le BRC est une certification qui est demandée par les grandes enseignes au Royaume-Uni. Il est possible de passer en direct, notamment si vous êtes prêt et si vous avez la capacité de travailler sur des gros volumes et en marque de distributeur, mais à savoir encore une fois que d'autres certifications et logiciels spéciaux pourront vous être demandés, tels que Salsa. Chez les pure players, on peut travailler en direct. Par exemple, Ocado achète aussi beaucoup en direct. Il faut savoir que chez les pure players, les commandes peuvent être beaucoup plus petites. Par exemple, chez Ocado, la taille de commande minimum est 1 carton. Donc, ça permet aussi aux entreprises qui n'ont pas de volume énorme à proposer de potentiellement travailler avec ces acteurs qui ont à la fois une grande ouverture pour l'offre française et une gamme de produits français très large, mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable de pouvoir suivre derrière en termes de logistique et de livraison et de pouvoir, par exemple, être très réactif et faire partir très régulièrement des petites commandes. On le sait avec le Brexit et ce qu'expliquait Isabelle en début de présentation, ça représente des formalités administratives et des coûts supplémentaires qui n'existaient pas jusqu'au début de l'année dernière. Enfin, on peut aussi travailler en direct sur les marketplaces. Alors, au Royaume-Uni, les marketplaces sont quand même plus positionnés sur le secteur des vins et des spiritueux que sur le secteur des produits alimentaires. Encore une fois, sur les marketplaces, on parle de commandes plus petites et de plus petits volumes. Donc, ça implique des conséquences logistiques différentes. Donc voilà, c'était très court. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser et puis aussi à vous rapprocher de vos conseillers de la Team France Export en région ou de mon équipe pour creuser votre projet sur la zone si vous avez des questions particulières. Merci beaucoup. Merci Pauline. Donc on va passer la main à Alexandre Ball, donc le fondateur de Authentique Épicerie et French Market, donc qui est un site de e-commerce de produits français. Alexandre, tu es là? Alexandre, tu as coupé ton micro. On t'entend pas. Peut-être supprimer la présentation, comme ça on... C'est bon, c'est bon. Supprimer la présentation. Ouais, non. Allô? Oui, on t'entend. Vas-y, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Alexandre. Avec deux amis, Amaury et Mathieu, on a ouvert Authentique Épicerie et Bar à peu près il y a 4 ans aujourd'hui. Notre premier, tous les trois, on a fait une école de commerce et après on s'est spécialisé plutôt dans le vin et dans l'épicerie fine. Et notre volonté, c'était au début à l'étranger et puis finalement on s'est retrouvé en Angleterre, donc en Angleterre, de représenter la diversité et la qualité des produits artisanaux français, à la fois dans un espace qui permette de les vendre à emporter, mais aussi de les consommer sur place. Donc ça, c'était notre premier projet avec une très grosse partie bar à vin, mais aussi beaucoup d'épicerie fine, du fromage, du sec, un petit peu de tout.
Et du coup, on a toujours voulu également produire quelque chose et puis agrandir un petit peu nos réseaux de distribution. Et donc, très rapidement, au bout de quelques années, on a voulu ouvrir un deuxième site qui s'appelle The French Market et qui incorpore en fait de la production de pain. Donc, on est une boulangerie artisanale aussi, donc on importe notre farine, etc. Et on a ouvert ce site-là il y a 1 an, donc un peu en plein milieu du deuxième confinement, enfin au troisième, je ne sais plus trop vraiment. Mais voilà, et donc pour vous expliquer un peu le contexte du commerce en ligne qui est venu en même temps, plus ou moins, Authentique, quand ça faisait un peu plus de 2 ans, quand on a eu le premier confinement, on s'est adapté très très rapidement à ce qui s'est passé avec le Covid et on a réussi à transformer les 70% de notre chiffre d'affaires qui venait de notre bar restauration, parce qu'il n'y avait que 30% qui venaient de l'épicerie fine, et on a réussi à avoir une croissance énorme en faisant de la livraison et en continuant d'avoir le magasin ouvert, parce qu'on vendait des biens de première nécessité. Et donc, on avait un site internet, on avait une newsletter, on avait une communauté qu'on avait déjà enrichie depuis quelques années. Et on a vraiment optimisé ça. Et on a proposé quelque chose d'assez simple en ligne avec un menu qu'on faisait tourner, une sélection un petit peu plus réduite des produits qu'on avait dans notre magasin. Et donc ça nous a vraiment permis très facilement de réussir et de traverser cette crise plutôt avec succès. Et donc voilà. Et puis après, pour la petite anecdote, l'année dernière, on a aussi ouvert une autre boulangerie dans le même quartier qu'Authentique parce que y a quelqu'un qui cherchait à revendre son fonds de commerce et nous on pouvait produire plus. Mais pour revenir un peu au thème principal, le marché en ligne, pour nous, c'était assez important de pouvoir justement professionnaliser ce qu'on faisait avec Authentique, avec notre nouvelle structure qui nous permet d'avoir un espace de stockage, d'importer de plus en plus de produits et surtout d'en mettre beaucoup plus en magasin. Donc, on a agrandi notre gamme et en même temps, on s'est lancé en ligne avec surtout nos lignes de nos best-sellers, de ce qu'on vendait le mieux. Et voilà, pour le moment, on n'a pas des chiffres d'affaires qui avoisinent encore une boutique classique parce que comme vous l'avez compris, on a grandi notre entreprise en 1 an, on est passé de 5 à 25 employés, mais le commerce en ligne est définitivement fait partie des enjeux de notre avenir. Et je pense qu'on arrive déjà à comprendre un petit peu les tendances qu'on a auprès de nos clients. Donc, on a en effet une clientèle qui, finalement, par rapport au type de produits qu'on vend, qui sont assez haut de gamme, assez onéreux. On a une clientèle qui est assez âgée. Ça, on l'a remarqué, un panier moyen qui est à peu près à 55 livres, sachant que la livraison, elle est gratuite à partir de 70 livres, mais on fait aussi des paniers cadeaux où la livraison est inclue dedans. Et après, au niveau des types de produits qu'on vend le mieux, mis à part le vin, parce que c'est quand même une grosse partie de nos fonds de commerce, on vend énormément les produits que les Anglais ou les Français connaissent de France. Donc souvent les choses classiques, les confitures, les compotes qui sont dures à trouver en Angleterre quand on veut quelque chose de vraiment artisanal et avec un choix dans la gamme. Et après, ce qu'on vend très bien aussi, c'est les offres saisonnières, donc tout ce qui s'appelle le hamper. Il y a vraiment une culture de la boîte cadeau en Angleterre. Et ça, c'est intéressant. Et quand on a justement des produits qui sont complémentaires et qui se combinent bien, on arrive à faire pour la Saint-Valentin, pour Pâques, pour Noël, pour tous les événements du calendrier, on arrive à vendre à chaque fois un certain nombre de ces paquets-là. Alors après, au niveau des prix, ça dépend. Vraiment, on a des produits qui vont se vendre en ligne de 3 livres 50, on va dire à peu près à 15-20 livres en épicerie fine. Le vin, ça va de 10 à 100 un petit peu à peu près. Mais je pense que le plus important au niveau de nos besoins, c'est d'avoir déjà des produits qui parlent à nos clients, donc qui soient faciles à comprendre, qui aient un packaging qui soit assez attractif. Nous, on a vraiment une démarche artisanale, donc la plupart de nos produits sont bio parce que c'est des produits qui nous plaisent, bien qu'on ne recherche pas forcément l'accréditation bio, mais vraiment le côté qualitatif. Et après,
ce qu'on a terriblement besoin, et même les acteurs qui sont plus grands ont aussi beaucoup besoin, c'est le contenu de la part des producteurs. Et quand je parle de contenu, c'est avant tout du contenu visuel, donc des photos des produits de bonne qualité qui les mettent en valeur, des photos des produits dans un contexte un peu plus style de vie ou lifestyle, c'est toujours intéressant. Et puis même des fois des vidéos. Et ça, cumulé à aussi une activité sur les réseaux sociaux quand c'est possible, ça aide vraiment bien à promouvoir la marque. Et nous, on a souvent des clients qui nous commandent et qui nous disent que ce qu'ils ont vu, ils recherchaient les confitures ou les chocolats qu'ils aimaient bien acheter en France à la grande épicerie de Paris, par exemple. Ils regardaient sur les sites internet des producteurs ou sur leur Instagram et ils voyaient qu'ils étaient distribués chez nous en Angleterre. Donc ça nous rapporte régulièrement des clients, et je pense que c'est pas toujours un très gros effort de la part des producteurs à mettre en place en fonction des structures, et c'est vraiment une grosse aide. Et puis après, bien sûr, un produit où il y a de la demande et où les prix sont intéressants en termes de rapport qualité-prix, bien que quand on est sur des produits artisanaux haut de gamme, on est toujours un peu surpris de voir la quantité d'huile d'olive ou de confiture qu'on arrive à vendre à des prix assez onéreux, sans faire non plus des marges incroyables. Alors après, peut-être pour vous expliquer un peu comment on source nos produits, c'est un petit peu évolué. Au début, en épicerie fine, on faisait à 95% que du direct, à part les quelques produits qui avaient un petit importateur ici qu'on voulait absolument. C'est plutôt mon associé Amaury qui lui, est passionné d'épicerie fine, qui, avant d'ouvrir, avait déjà repéré beaucoup de produits dans des grandes épiceries fines en France. Et puis, en bouquinant pas mal, avait trouvé des artisans qui l'intéressaient. Et puis après, à force de rencontres, de bouche à oreille, on a sourcé de plus en plus d'artisans. Et on a fait pendant très longtemps beaucoup de directs. Au tout début, on faisait des groupages avec des sociétés de logistique à Lille. Et puis très rapidement, nos volumes ont augmenté, et pour la plupart des artisans, on palettise et on utilise des transporteurs un peu plus classiques, parce que ça nous coûte un petit peu moins cher, et vu qu'on a l'espace de stockage, c'est plus intéressant comme ça. Mais avec ce qui s'est passé avec les confinements, le Covid, on a eu moins de temps de voyager, moins de temps de sourcer des nouveaux produits. Par contre, on a une demande qui a explosé pour les produits d'épicerie fine, tout ce qui est les conserves, vraiment l'ensemble des produits, je dirais, il n'y a pas vraiment d'exception. Il nous a fallu trouver des nouvelles références. L'ouverture de The French Market nous a demandé aussi d'avoir à peu près 2 fois plus de références en épicerie fine. Et on n'avait pas toujours le temps de trouver. Et puis on recherchait aussi souvent des produits qui étaient assez exclusifs sur le Royaume-Uni, que au moins les autres épiceries du nord de Londres n'avaient pas sur leurs étagères. Et on a découvert cette plateforme qui s'appelle Encore Store, qui permet aux artisans, alors pas seulement de l'alimentaire, il y a 2 types de produits, mais il y a beaucoup de produits alimentaires, de vendre leurs produits à l'étranger. Et cette plateforme, elle nous a permis de passer des commandes, des fois justement avec quelques cartons, c'est tout, de commandes, et de pouvoir découvrir énormément de produits très intéressants. Donc ça a un petit peu révolutionné la façon dont on fait notre sourcing. On continue à travailler avec les mêmes artisans avec qui on bossait avant, parce qu'on croit vraiment à construire un partenariat à long terme avec nos fournisseurs. Mais on a découvert des nouveaux fournisseurs, et certains où ça fonctionne un petit peu moins bien, donc on essaye des fois si les produits pêchent sur l'étagère parce que le packaging n'est pas assez bon, ou parce que leur durée de vie ne nous permettent pas de les vendre assez rapidement. Des fois on continue pas, mais par contre on a trouvé des super nouveaux produits, et cette plateforme elle est quand même très très pratique d'utilisation et très fiable au niveau paiement et commandes et référencement des produits. Il y a quelques problèmes au niveau de la logistique. De temps en temps, on a quelque chose qui n'arrive pas ou quelque chose qui arrive un peu endommagé, parce qu'ils utilisent les transporteurs un peu plus privés, donc UPS, DHL, etc., qui portent un peu moins d'attention à leur colis. Mais on est toujours remboursé quand quelque chose n'arrive pas. Donc ça, c'est pas un problème du tout.
Après, bon, je pense qu'on en a déjà parlé au début de la présentation, mais bien sûr, l'administratif et donc le temps que ça prend et les coûts supplémentaires liés au Brexit n'aident pas particulièrement. On a 2-3 artisans qui ont décidé de ne plus faire d'export à cause de ça. Mais sinon, je trouve que tout le monde réussit à quand même s'adapter relativement bien à notre échelle, à nous. Hein. Encore une fois, très loin de la grande distribution et des gros volumes. Mais voilà, qu'est-ce que je peux vous partager d'autre? Oui, peut-être les prix, la façon dont on structure nos prix. Je sais, j'ai jamais travaillé en France, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Nous, tout ce qu'on achète en direct au niveau de l'épicerie fine, on fait entre 35 et 50% de marge. Alors, il n'y a pas de TVA sur les produits de nourriture, donc ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Et après, ça dépend vraiment du rapport qualité-prix, de la perception du consommateur sur l'étagère. Donc, on s'adapte vraiment par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que qu'est-ce que tu attends de producteurs, des artisans, une fois que tes produits sont référencés? Est-ce que tu fais un peu de promotion? Est-ce qu'il y a ou c'est toi qui t'occupes uniquement de vendre les produits, ou il y a un peu de travail en partenariat avec tes fournisseurs? Ça dépend. En général, c'est sûr qu'on va mettre plus en avant, par exemple, sur les réseaux sociaux, les produits qui sont pour lesquels les artisans ont un compte qui est assez actif, parce qu'on sait qu'ils vont nous reposter, il y a du contenu qui est disponible. Après, on sait très bien que certains autres artisans n'ont pas vraiment le temps de prendre part à ça, mais en effet, plus on a de contenu, comme je disais, visuel, graphique à utiliser, plus c'est intéressant pour nous. Et après, ce qu'on recherche, nous, vraiment, c'est construire une relation où il y a quand même au niveau des produits, déjà une standardisation, enfin, que la qualité soit toujours la même d'un envoi à l'autre. Qu'on ait une relation de confiance, ça c'est quand même assez important. S'il y a quelque chose qui est endommagé, s'il y a un problème, qu'on puisse en parler, qu'on puisse résoudre les problématiques. Et après, que si les produits sont bons, qu'ils sont bien packagés et qu'on a un petit peu de contenu pour les promouvoir de notre côté, après c'est notre job de les vendre. Donc, Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Julie, est-ce qu'il y a des questions des visiteurs? Bonjour. Une petite question, si vous voulez bien, par rapport justement au packaging. Est-ce qu'il faudra prévoir l'utilisation du packaging ou c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire? On peut rapporter des éléments en anglais spécifiques par rapport au produit et pas forcément une étiquette complète anglaise. Merci. Alors, merci, c'est une très bonne question en fait. J'aurais dû en parler. Idéalement, une contre-étiquette qui est complètement traduite en anglais, c'est un énorme plus pour nous. Alors après, techniquement, c'est légal, c'est obligatoire légalement d'avoir soit dans le magasin quelque part une sorte de fichier avec la traduction de toutes les étiquettes si elles ne le sont pas traduites sur l'étagère, ou avoir une signalétique que nous, on peut mettre en place en traduisant ce qu'il y a sur l'étiquette. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on met les allergènes surtout et la traduction des produits sur notre site internet, parce que ça, c'est obligatoire. Et après, sur les étagères, on a des produits qui ne sont pas traduits et on fait avec, mais c'est sûr que c'est toujours un énorme plus. Question, si vous avez un peu de moment, sur la partie nutritionnelle et santé. Est-ce que jusque-là, l'alimentation en Europe, en France en l'occurrence, est régie par les décrets européens sur les allégations en santé et nutrition susceptibles d'être opposées sur le produit? Est-ce que le UK a ses propres règles sur la partie allégations santé et nutrition, ou il faut le chercher peut-être encore aujourd'hui dans l'alimentation européenne qui est toujours peut-être fait foi, où ils ont totalement créé un nouveau référentiel pour les allégations?
Alors ça, c'est un peu technique pour moi, pour être honnête. Je pense qu'ils sont sûrement encore sur les mêmes, plus ou moins les mêmes bases que l'Union européenne, mais ils parlaient déjà de changer des choses. Après, ils parlent souvent de mettre en place des choses qu'ils ne mettent pas en place. Par exemple, sur le vin, ils voudraient que tous les producteurs de vin mettent le nombre de calories par bouteille, mais je ne pense pas que ça soit vraiment réaliste, ou alors ça va être un peu compliqué. Mais malheureusement, je n'ai pas la réponse à votre question. Peut-être plus que Business France saura mieux que moi par rapport à ça. Et les gens sont très intéressants plutôt par la notion de label géographique, ou plutôt label nutritionnel, ou plutôt label environnemental, par rapport à votre expérience? Nous, nos clients, ils ne sont pas vraiment intéressés par des labels, à part le label bio, quand il y est, et encore. Après, on est dans des commerces de proximité, même en ligne, on a assez beaucoup de clients qu'on avait avant, ou des clients qui connaissent ces produits-là. Donc, ce qu'ils recherchent, c'est des produits dans lesquels ils peuvent avoir confiance et des bons produits. Les labels, j'ai pas du tout de recul là-dessus, je suis désolé. Parce que justement, tout à l'heure, il y a une présentation qui parlait justement que le consommateur est attentif à toute la partie livraison zéro carbone. Oui. C'est vrai que moi, j'ai vécu en Angleterre pendant 2 mois de l'année dernière pour le besoin de l'immersion par rapport à mes produits. Et les Anglais ne sont pas vraiment attentifs à l'environnement sur la consommation. C'est pas un point focal sur lequel ils sont vigilants. Je pense que ça dépend, hein, parce que justement, il y a quand même il y a beaucoup de végétaliens, de véganes, donc c'est quand même relié à l'environnement aussi, pas que à la cruauté animale. Et puis après l'empreinte carbone, c'est vrai que c'est pas utilisé de la même façon peut-être qu'en France. Non, nous on nous demande justement, par exemple, par rapport à notre boulangerie, on nous demande est-ce que notre farine est bio, voilà. Mais après, non, c'est vrai que l'empreinte carbone, ils en parlent peut-être un peu moins. Maintenant, En fait, ça n'a rien à voir, mais il y a beaucoup plus de voitures électriques en Angleterre qu'en France, ça, c'est sûr. En fait, en Angleterre, on utilise quand même beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'emballage qu'en France. Il y a beaucoup plus d'utilisation de plastique, des surconditionnements. Tous les fruits et légumes sont sous plastique. Mais il y a quand même cette prise de conscience que justement il y a trop d'emballage. Donc il y a ce développement des marchés en vrac, et puis la volonté des supermarchés de réduire les emballages. Et de plus en plus d'enseignes qui vraiment essayent de réduire l'empreinte. Il y a eu quand même la COP26 à Glasgow récemment, et donc il y a une volonté du gouvernement d'essayer de répondre à ces problèmes d'environnement et de réduction des déchets. Merci. Au niveau des questions, j'ai 2 questions en fait. Une qui rejoint sur l'étiquetage. Est-ce que le Made in France est un vrai plus sur l'emballage? Voilà. Deuxième question, est-ce que vous avez répondu en partie? Est-ce que l'étiquetage doit être bilingue? Là, vous avez répondu en partie. Et il y a une troisième question, est-ce que vous êtes intéressé par de la bière? Alors, première question, Made in France, oui, c'est bien. Après, je dirais sur l'étiquette derrière, devant, oui, pourquoi pas. Je pense que c'est peut-être encore plus valorisé en France que ici. Après, nous, on est des spécialistes des produits français, donc les gens, je pense que de base, se disent qu'ils vont acheter des produits qui sont faits en France. Ce qui est le cas pour 99% de nos produits, à part un ou deux produits suisses. La bière, on est toujours intéressé, oui, je vous en prie. Et oui, les contre-étiquettes en anglais, encore une fois, en fait, oui, légalement, il en faut, mais on peut passer à travers en ayant sur place un classeur avec tous les produits référencés avec la traduction. Donc, tant que la traduction est disponible, que les clients peuvent demander est-ce qu'il y a une traduction de tous vos produits, légalement, ça passe. Mais idéalement, il faudra avoir une contre-étiquette. Merci. Voilà. Envoyez-moi des contacts de votre brasserie, ça m'intéresse.
pense Et que ensuite, moi j'ai une question, Alexandre. Est-ce que donc là, vous faites, vous vendez en ligne, vous importez directement? Est-ce que vous avez aussi une volonté d'avoir une activité grossiste et de vendre à d'autres épiceries ou c'est pas une activité qui vous intéresse du tout? Si on le fait un petit peu déjà, on le fait un petit peu parce que justement le fait d'importer en direct, on doit faire des plus gros volumes et certains produits, on arrive vraiment à les vendre assez rapidement, on recommande souvent, d'autres où on s'assoit sur du stock pendant un petit peu plus longtemps. Donc non, on le fait pour le moment surtout en fait, dans notre entourage parce qu'on connaît pas mal de gens qui ont des épiceries fines ou il y a des gens qui viennent à nous. Après, le problème à ce niveau-là, c'est si on c'est pas toujours extrêmement rentable en termes de si nous on veut faire une petite marge dessus, qu'on doit en plus livrer ces personnes-là et que eux veulent les revendre à un prix qui soit convenable pour leurs clients. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Ça fonctionne pas aussi bien avec certaines gammes de produits que d'autres. Mais les cornichons, la moutarde par exemple, même certaines soupes, certaines choses comme ça, ou les confitures, ça fonctionne bien. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour, Julie? Oui, je pense aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, évidemment, vous aurez des... En tout cas, merci beaucoup, Alexandre. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup, oui. Et ensuite, on te donnera les contacts des producteurs et la liste des entreprises qui étaient présentes à ce webinaire avec leurs détails. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, maintenant, dernier point. Elle n'y est pas. Désolé. Donc, c'était juste pour conclure. Est-ce que tu peux le mettre en diapo? Ah, merci. Juste pour conclure donc, ce webinaire sur l'e-commerce au Royaume-Uni, on vous a juste marqué l'action qui est prévue en 2022 avec au bureau de Londres. Donc, pour vous permettre de tester le marché, donc on met en place un test marché sur une dizaine d'acheteurs pour que vous puissiez tester l'adéquation entre votre offre et la demande. Donc, ça sera auprès d'une dizaine d'acheteurs et ça concerne une dizaine d'entreprises du secteur épicerie. Donc, vous envoyez vos échantillons à la Maison de Londres. La Maison de Londres va faire des box qu'elle va envoyer à des acheteurs ciblés. Et selon les retours de ces acheteurs, vous aurez des rendez-vous en visio ou pas, si vous l'acceptez. Ça, c'est la première étape. Ça vous permettra de vraiment tester le marché anglais et tous ces acheteurs intéressés, après, seront sensibilisés pour venir au CIAL. Voilà, c'était juste une petite aparté sur les actions qu'on a prévues avec vous sur 2022. Super. Question, Sophie. Donc, l'envoi, c'est directement vers le bureau à Londres? Pardon? L'envoi, il est directement à Londres? En fait, les envois d'échantillons, il est vers le bureau à Londres, et ça va là-bas. Ils s'occupent de la partie distribution. Exactement. Il y a une quantité recommandée, un nombre de pièces recommandées? C'est 10 personnes, 10 pièces? Ça, je vous enverrai un mail avec une plaquette bien détaillée sur des formats échantillons, le nombre de références à envoyer, le nombre d'échantillons par référence. Pour pouvoir créer ces box. Alors, est-ce que vous avez des dernières questions? On se met à votre écoute. Sinon, on vous dit merci pour votre présence et merci à tous pour ce webinaire qui était vraiment très enrichissant. Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut consulter le replay? Évidemment. Donc, le replay sera disponible à la fin de la semaine. Et on vous enverra à la fin de la semaine du e-commerce, on vous enverra également toutes les présentations en format PDF. Merci. Je vous en prie. Merci à tous. Merci à tous et rendez-vous demain pour le jour 2 de notre semaine e-commerce. Merci beaucoup. Merci encore à Pauline de Business France et à Alexandre. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.